Bonsoir, merci à tous de suivre cette session de l'information sur RTI 1. Les titres. La Côte d'Ivoire remporte 3 médailles d'or dans le tournoi de taekwondo des Jeux africains de Rabat au Maroc. Déjà détenteur de la médaille d'or en 2015 aux Jeux de Brazzaville, Cissé Cheikh Salah, champion olympique dans la catégorie des moins de 80 kg, conserve son titre. Le centre hospitalier universitaire de la commune de Yopougon a reçu une visite inhabituelle ce jeudi. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'y est rendu après un incident ayant causé l'inondation de 5 blocs opératoires du fait d'un problème de canalisation. On jette ce soir un regard sur le marché du poisson. Depuis quelques mois, les importateurs ne se limitent plus à la livraison de leurs produits au marché du détail. Ils y sont désormais eux-mêmes présents. Une concurrence à laquelle les grossistes ont de plus en plus de mal à faire face. Et puis au Soudan, le Conseil souverain et le nouveau Premier ministre ont été investis. La transition va durer un peu plus de 3 mois pour un transfert du pouvoir aux civils. Bonsoir à tous, bienvenue. L'hymne national de la Côte d'Ivoire a retenti 3 fois à Rabat au Maroc lors des 12e Jeux africains. Les éléphants taekwondoïnes ont raflé 3 médailles d'or. Bané Seydou dans la catégorie des moins de 87 kg, Cissé Cheikh Salah chez les moins de 80 kg et une dame, Bouna Ferimata, pour les moins de 49 kg. Sébastien Wogna. En homme, catégorie moins 87 kg, Bané Seydou a ouvert la voie des médailles pour la Côte d'Ivoire. Face à l'Égyptien Kari Selaldine, plastron rouge, l'Ivoirien a très bien négocié les 3 rounds. Il s'impose 11-3. Moins 80 kg, Cissé Cheikh Salah en bleu, Mahmoudi Acharaf du Maroc, un combat riche en action et en émotion. Les deux ont pratiquement la même technique sur le tatami. Le score est resté très serré jusqu'à la fin. 15-14, 29-24, 38-35 pour Cissé Cheikh Salah. Il faut dire que je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. Aujourd'hui, on a commencé la bataille de Rio avec plusieurs athlètes. Mais aujourd'hui, ces athlètes-là ont disparu parce que le niveau est très haut et il va très vite. Donc tous ces athlètes avec qui j'ai commencé les Jeux de Rio, aujourd'hui, il n'y a personne. Et je suis le seul, et en plus un Africain, qui essaie de maintenir cette génération d'avant Rio. Là. Donc je suis très fier de moi. En dames, moins 49 kg, Bouma Ferimata de la Côte d'Ivoire, opposée à l'Égyptienne Abdel Salam Nour, a eu un combat facile grâce à son niveau technique très élevé. Elle s'impose 34-10. Je suis restée concentrée du début à la fin. J'ai écouté les conseils de mon coach et aussi les prières aussi m'ont aussi aidé. Ainsi, les Ivoiriens s'en sortent avec 3 médailles d'or et par 3 fois font retentir l'hymne de la Côte d'Ivoire au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les locaux du CHU de la commune de Yopougon ont été sinistrés. Un tuyau défectueux a cédé, provoquant une inondation dans 5 blocs opératoires. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu sur place. Mamadou Kwasi. Le grand bloc opératoire du CHU de Yopougon fermé depuis le lundi 19 août dernier. La raison, 5 salles de ce grand bloc opératoire ont été inondées par une fuite d'eau dû à un tuyau défectueux dans le bâtiment dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août 2019. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique y a effectué une visite pour faire l'état des lieux. Je suis venu, constater ce qui s'est passé, qui, de mon point de vue, n'est pas à dramatiser. C'est un vieux bâtiment, ça peut arriver à n'importe quel bâtiment. Et je vois que les dispositions ont été prises. Les 5 blocs opératoires concernés, qui en fait n'ont reçu que l'écoulement d'eau. L'eau n'a pas coulé dans les blocs opératoires. Les spécialistes, les chirurgiens nous ont rassuré que dès demain déjà, un premier bloc va pouvoir fonctionner. Mais surtout à partir de lundi, tous les blocs nettoyés, stérilisés vont entrer en fonction. Construit en 1989,
Le CHU de Yopougon bénéficiera, selon le ministre Akaolé, d'une réhabilitation complète à partir du 1er novembre 2019. Les travaux de réhabilitation d'un coût de 5 milliards de francs CFA s'inscrivent dans le vaste programme sanitaire du gouvernement qui prend en compte la réhabilitation et la construction des CHR et d'hôpitaux généraux. Le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH-Sida vient d'initier une caravane d'appui en vivres et en non-vivres aux familles vulnérables. 150 familles dans 16 localités de la Côte d'Ivoire. Godefroy Kambawa. La quarantaine révolue, mère célibataire de 4 enfants et sans aucune activité génératrice de revenus. Agnès se contente d'une situation de vie précaire. Difficile pour elle de satisfaire au quotidien ses besoins fondamentaux. Souvent même il fait jour, on n'arrive pas à manger. Souvent aussi mon enfant est malade, je n'ai pas l'argent. Souvent aussi ma petite soeur s'en grouiller. Sans soutien, elle fait partie de ces nombreuses femmes et familles dites vulnérables. Dans le quartier où elle réside, dans la commune de Grand Laou, les conditions de vie de ses voisins sont identiques. Aujourd'hui, grâce à l'action gouvernementale à travers le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, le PNOV, cette frange de la population reçoit un soutien en vivre et non-vivre et un accompagnement sanitaire. Un programme qui vise à donner une dignité à ces personnes et améliorer leurs conditions de vie. C'est bien de donner des choses, mais c'est important aussi de voir les conditions de vie. Parce que si les conditions de vie ne sont pas bonnes, quel que soit ce qu'on va donner, la personne ne peut pas s'épanouir. Donc il était important de venir pour pouvoir remonter aussi l'information, montrer vraiment au gouvernement qui fait un effort en nous donnant ses vivres, de leur montrer un peu ce qu'on peut faire encore. À Grand Laou comme à Agboville, dans la région de l'Aïbi-Tiassa, de nombreuses familles dites vulnérables ont reçu également des vivres et des non-vivres ainsi que des produits hygiéniques. Ce dont nous a surpris, puisque nous ne pensons pas que le gouvernement nous tenait à cœur et que la directrice nous tient à cœur aussi. Ce geste nous a dépassé, largement dépassé. Ces dons-là, je n'ai jamais vu. Donc moi, je dirais merci au ministère de la famille de l'enfant, qui a eu cette initiative de penser aux déshérités, de penser aux mères. Une initiative qui reçoit l'adhésion des élus et des autorités administratives. Nos populations peuvent se réjouir et être soulagées qu'elles ne soient pas oubliées. Dans le programme social du gouvernement, elles ne sont pas oubliées. La preuve, c'est pratiquement la 3e ou 4e cérémonie à laquelle nous participons, où chaque fois le gouvernement vient en aide aux familles indigentes, aux familles sinistrées. Chacun a un rôle important à jouer. Ce n'est pas simplement Madame le maire, ce n'est pas simplement le conseil régional, mais chaque habitant a le devoir de donner quelque chose pour aider ces familles-là. La remise de ces dons s'inscrit dans le cadre d'une caravane dénommée « Appui en vivre et non-vivre aux familles OEV ». Les centres sociaux ont également reçu du matériel didactique pour leur fonctionnement. Pour cette 3e édition, plus de 150 familles dans 16 localités et centres sociaux de l'intérieur du pays bénéficieront de cet appui. Sur le marché du poisson en Côte d'Ivoire, les revendeurs de poissons importés craignent pour la survie de leur activité. Pour comprendre leur cri de cœur, il faut revenir quelques mois en arrière, quand les importateurs ont commencé à être présents eux-mêmes sur le marché du détail. Une concurrence à laquelle ces intermédiaires entre les importateurs, les revendeurs et les consommateurs finaux ont bien du mal à faire face. Jean-Luc Bangbo. Le poisson, première source de protéines animales consommée en Côte d'Ivoire. Consommation couverte à près de 70% par les importations. Le port de pêche d'Abidjan est le principal centre des transactions autour de cette denrée. Ici, importateurs, grossistes, demi-grossistes et acheteurs de poissons se côtoient à longueur de journée. J'ai te laissé ça à 14 et puis ce soir là, j'ai laissé à 30. Tu veux un seul carton? Pauline est grossiste. On va prendre avec les importateurs. C'est eux qui nous livrent. Et puis nous, on vend en détail. Mais depuis quelques mois, l'activité connaît des difficultés liées à une réorganisation du marché. Cette place est appelée les 1000 frigos parce qu'il y avait beaucoup de frigos ici. Les frigos de 40 pieds, de 20 pieds. Et il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui étaient demi-grossistes. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est presque le vide. Cette situation a été provoquée du fait que
Les importateurs eux-mêmes, ils ont des frigos sur les marchés et ils font le détail. Un véritable crève-cœur pour ces acteurs de la chaîne de commercialisation du poisson qui faisaient jadis la pluie et le beau temps. Moi, personnellement, quand je pouvais aller par jour 10 camions pour envoyer à l'intérieur, Gagnois, mais aujourd'hui, personne ne vient. Nous, on crée l'emploi. Les jeunes qui font sortir les cartons, qui les transportent, tout ça, c'était nos employés. Mais aujourd'hui, là, il n'en est rien. Initialement limités à la vente de leurs produits aux grossistes, les importateurs de poissons et de viandes congelées ont décidé de se mettre depuis quelques mois à la vente directe aux consommateurs. Une activité parfaitement légale selon Ibrahim Omaïs, gérant d'une société d'importation. Nous vendons à tout le monde, nous ne faisons de restrictions à personne. Tout le monde a accès à notre poisson. Qu'il soit grossiste, demi-grossiste ou détaillant, il a accès au poisson chez nous. Nous n'avons pas bloqué les petits et nous n'avons pas non plus permis aux grands de continuer leur activité. Ça fonctionne pour les deux. Parmi les raisons qui ont amené les importateurs à franchir le pas, les nombreuses dettes dues par leurs clients grossistes alors qu'ils subissent la pression des fournisseurs. Pauline Keita reconnaît ce fait. Il y a eu des pertes dans les poissons que j'ai pris avec eux. J'ai des soucis, effectivement, parce que je dois. Les règles de la concurrence, mais également la méconnaissance de certains aspects de la commercialisation peuvent expliquer la crise qui sévit dans le secteur. Un secteur comme celui-là, il est un secteur très concurrentiel. Il n'est pas bon que les uns et les autres se rejettent, j'allais dire, la pierre pour dire bon, tel a des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui me créent un préjudice, alors qu'en réalité, les textes peut-être le permettent. La vente directe du poisson au consommateur final par les importateurs reste une activité encadrée par le ministère du Commerce. Expression de la liberté du marché, mais également libre jeu de la concurrence. Chaque métier est soumis à agrément. Vous voulez être importateur, vous prenez un agrément d'importateur. Vous voulez être grossiste, vous prenez un agrément de grossiste. Vous voulez être détaillant, vous prenez un agrément de détaillant. À partir de là, la loi ne dit pas que celui qui est importateur ne peut pas être grossiste. Ne disons pas à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Lorsque la chaîne de distribution est trop longue, écoutez, effectivement, je dirais il y a trop d'intermédiaires et ça crée des surcoûts pour la mise à la consommation des produits. Rendre le poisson plus accessible et au meilleur prix possible, tel est l'objectif de la vente directe du poisson par les importateurs aux consommateurs finaux. En Côte d'Ivoire, la consommation de poissons est estimée entre 250 000 tonnes et 300 000 tonnes par an. Et on s'intéresse aux richesses culturelles denses et diverses de la Côte d'Ivoire. Les fêtes de génération en font partie et ce sont des moments de pure tradition qui drainent du monde. La génération Blessoué d'Adjamé a fait sa sortie ce jeudi. Éric Goré. Le peuple Achan présente ce qu'il a de plus beau dans les composantes de sa culture. Avec un invité de marque, Daniel Cablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les danses des guerriers des 4 catégories que compte la génération Blessoué Abidjan Adjamé ont gratifié le public. Ce qui m'attire dans la fête de génération des Hébriers, c'est au niveau de la danse, l'organisation et le côté culinaire. Je découvre surtout la culture Akan et ça me fait plaisir. Les Blessoué, les Dongba, les Assoukou et les Agban ont un rôle spécifique. C'est notre manière pour pouvoir gérer nos différents villages. Ceux qui fêtent aujourd'hui sont appelés à être au pouvoir dans 10 à 15 ans. C'est une fête de maturité, de responsabilité et surtout de capacité à comprendre son environnement pour s'insérer dans le tissu social et jouer un rôle majeur. Tour à tour, ils ont fait des démonstrations devant le vice-président. Je voudrais donc vous exhorter, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à continuer de cultiver ces traditions et coutumes qui font l'originalité des Atchans. Je vous encourage à continuer de préserver en votre sein et en toutes circonstances les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité.
La tête dans la modernité et les pieds dans la tradition, la Côte d'Ivoire reste toujours attachée à ses valeurs traditionnelles. L'agriculture africaine a besoin de s'intensifier afin de répondre aux besoins en termes de revenus, mais aussi d'alimentation. Piste de solutions proposées par le CORAF, la mutualisation des moyens de production de semences de qualité. Le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole a planché sur la question durant 2 jours. Noël Niagno. Le CORAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, a fini de labourer le champ ivoirien des intrants. Le constat des données collectées font ressortir des acquis notables dans la production de semences végétales et animales. Si je prends l'exemple des poussins d'un jour, la Côte d'Ivoire est en position avec ses couvoirs et avec son contrôle de qualité qu'il a mis en place, donc de produire des poussins d'un jour et de servir les producteurs ivoiriens, mais aussi d'autres partenaires, d'autres pays tels que la Guinée, le Burkina et bien d'autres. En matière de maïs, en matière de riz, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Autre fait souligner le gap au niveau de la production des semences halieutiques. Avec une ambition de production de 200 000 tonnes de poissons par an. Pour ça, nous allons avoir besoin de plus de 500 millions d'alevins. Là où nous produisons aujourd'hui autour de 7 millions. Ce déficit doit être corrigé. La raison, la ressource halieutique est la principale source de protéines animales dans l'alimentation des populations. Mieux, il faut assurer la sécurité alimentaire tout court de la population et de façon durable. Les intrants pour venir à bout de cette difficulté majeure résident à 2 niveaux. Actionner le levier de la productivité et mettre en place une réglementation communautaire. Nous savons déjà qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons les schémas de libéralisation des champs commerciaux, donc qui permettent une libre circulation, donc sans taxe, des produits d'un pays à un autre. Et donc nous voulons nous assurer qu'au niveau de chaque pays, il y a une réglementation et qu'au niveau régional, cette réglementation sont harmonisées, donc pour permettre donc cette circulation-là. Le premier levier qu'il faut actionner, c'est celui des semences, le matériel végétal. Si les producteurs peuvent utiliser du bon matériel végétal, ils seront capables d'accroître justement ces rendements. Le champ est labouré, les intrants sont identifiés. Reste maintenant aux politiques de réconcilier les parties pour révolutionner la pratique agricole dans les 27 pays membres du CORAF. Fête de la lumière à Anokikro, village du département de Kounfao. Ce raccordement au réseau électrique national est une réelle opportunité pour les habitants du village, notamment en termes d'élargissement de leurs activités commerciales. Herman Yamia. C'est un rêve longtemps caressé par les populations d'Anokikro qui vient de se réaliser. Fondé depuis 1925, c'est aujourd'hui que ce village de la sous-préfecture de Kounfao vient d'être raccordé au réseau électrique national. Une immense joie pour les populations qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Anokikro fait partie désormais des 274 localités électrifiées dans le Kontougo, dont 31 localités de Kounfao. C'est ici le lieu de dire merci. Merci au président Alassane Ouattara et lui témoigner de notre infinie reconnaissance. Parrain de cette cérémonie de mise sous tension électrique, le directeur général de l'Office national de la population, Ene Moustapha, a rappelé à l'assistance que l'électrification d'Anokikro s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Aujourd'hui, près de 117 villages sont électrifiés. Nous sommes donc passés d'un taux de couverture de 23% à 77% actuellement dans le département. Je pense que c'est extrêmement important. Enfin, l'électricité disponible dans les ménages, les populations souhaitent cependant bénéficier d'un château d'eau afin de disposer d'eau potable et aussi la construction d'un centre de santé rural. En politique, le cercle de réflexion Demain la Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse. L'objet a été d'informer l'opinion nationale et internationale de la création de ce cercle au sein du RHDP afin d'accompagner les actions gouvernementales. Chris Diomandé et Franck Wadio. Le cercle de réflexion Demain la Côte d'Ivoire vient de voir le jour.
Ce cercle qui adhère à l'idéologie du RHDP a pour objectif faire la promotion des acquis de la gouvernance en 2011 à 2019 du président de la République à travers la diffusion de l'information à destination des populations. Il s'agit aussi de faire naître l'espoir auprès des populations que seule la gouvernance RHDP constitue une alternative crédible au développement harmonieux de la Côte d'Ivoire et pour y parvenir, le cercle de réflexion entend mettre en exergue ses stratégies. Nous utiliserons les moyens d'action suivants. Mener des réflexions et des contributions. Organiser des rencontres, des réunions et des conférences portant sur des grands sujets dignes d'intérêt en lien avec les acquis importants de la gouvernance 2011-2020. Et pour cela, des experts seront sollicités pour mener avec dextérité cet exercice pédagogique afin de mieux vendre les acquis du RHDP. Le cercle de réflexion d'Aimer la Côte d'Ivoire, c'est aussi des ambitions pour accompagner les actions du président de la République. Face aux réalités actuelles et aux défis futurs liés notamment à la nécessité de développer des idées novatrices qui serviront de moteur au développement de la Côte d'Ivoire, dans un contexte de lutte politique, l'ambition du cercle de réflexion est de produire et de diffuser des idées, des solutions politiques, sociales et économiques innovantes au RHDP dans le but de bâtir le développement de la Côte d'Ivoire. Créé dans le mois de juin 2019, le cercle de réflexion d'Aimer la Côte d'Ivoire entend mobiliser les populations pour la cause du RHDP. Le lancement officiel de ce cercle aura lieu dans le mois de septembre prochain. La Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire veut réconcilier les jeunes avec les valeurs citoyennes. Ce réseau de jeunes entrepreneurs et leaders d'organisations veut œuvrer à la solidification de l'unité nationale et de la paix en terre ivoirienne. Astou Touré. Apporter un soutien à l'éclosion d'une jeunesse responsable et réconciliée avec les valeurs de citoyenneté. C'est la mission que s'est assignée la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire, l'INESI. La jeunesse représente 77% de la population ivoirienne. Pour ce réseau de jeunes entrepreneurs, le temps est venu de se rassembler pour la Côte d'Ivoire. Les actions que nous allons mener, ce sont principalement des actions de formation. Il faut de la compétence. Il faut que les jeunes de Côte d'Ivoire soient bien formés. Parce que quand on est bien formé, on comprend pourquoi on est dans un pays et on comprend ce qu'un pays attend de nous. Nous allons les former, des formations internes, mais aussi beaucoup de conférences à l'intérieur du pays. Parce que ces jeunes que vous voyez, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. À cette rencontre de la citoyenneté, Albert Mabry-Touaqueuse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été investi premier grand conférencier de la LUNESI. Parrain de la cérémonie, il a à son tour intronisé Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique. Albert Mabry-Touaqueuse a invité les jeunes à retourner aux sources. Je voudrais donc vous exhorter à donner le meilleur de vous-même, chers amis de l'UNESI, pour sortir de la situation où nous sommes. Je voudrais exhorter les jeunes de Côte d'Ivoire à se battre vaillamment pour sortir de la précarité et de la vulnérabilité qui nous caractérise. Cette rencontre marque ainsi le début des activités de la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire, qui dans les jours à venir entend mener des actions de sensibilisation. La Côte d'Ivoire libre et indépendante a célébré ses 59 ans le 7 août dernier. La communauté ivoirienne du Canada a commémoré cette date importante avec l'appui de plusieurs représentations diplomatiques amies de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. C'est le Rideau Club d'Ottawa qui a servi de cadre pour la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire au Canada. Une célébration qui a réuni la communauté ivoirienne vivante au Canada autour de leur ambassadeur, Philibert Fagnidi. Le diplomate ivoirien a salué l'excellente relation qui existe entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Il a également invité la diaspora ivoirienne ainsi que les opérateurs économiques canadiens à investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a de nombreux atouts susceptibles d'être pris en compte dans votre volonté de prendre une part active à son développement. Elle dispose d'une agriculture diversifiée, moteur de son économie. C'est une économie ouverte qui offre d'excellentes opportunités aux gens d'affaires dans un environnement rendu propice grâce aux réformes
mise en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un code d'investissement incitatif. Au nom du gouvernement canadien, Leslie Norton, sous-ministre chargé de l'Afrique subsaharienne au ministère des Affaires étrangères, a présenté la nouvelle vision de son pays qui consiste à renforcer sa présence sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire. Leslie Norton a aussi salué la forte présence des étudiants ivoiriens dans les universités canadiennes. Elle a également souhaité le renforcement des relations au niveau culturel et sécuritaire. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada datent de 1962. À plus de 9000 km du Canada, le Brésil a reçu une délégation ivoirienne de chercheurs issus du ministère de la Culture et de la Francophonie. Pour le projet Route de l'esclave, ils ont marché dans les pas des Ivoiro descendants du Brésil. Serge Coléa est notre envoyé spécial sur place au Brésil. Mission fructueuse au Brésil pour le comité scientifique du projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire. Plus d'une semaine de recherches qui ont conduit les membres de l'équipe dans les villes de Recife, Olinda, Salvador et São Paulo. Théoriquement, il y a eu des Ivoiriens descendants, mais tout ceci ne peut être confirmé que par les tests d'ADN. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la cartographie mondiale de l'ADN, de sorte que, une fois le test fait, chaque afro-descendant qui se sera soumis à ce test pourra savoir d'où venaient ses aïeux. Le projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire, de l'avis des différents spécialistes, au nombre desquels des historiens, des linguistes et des archéologues, est sur la bonne voie. Je pense que la Côte d'Ivoire est la première à avoir pris ce chemin-là. Venir à la rencontre des descendants d'esclaves, voir ce qu'ils ont, leur culture, travailler avec eux et puis savoir faire le lien entre ce que nous avons ici et ce que nous avons en Afrique. Leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée, je pense que c'est une recherche qui est originale, une méthodologie originale que l'UNESCO devrait prendre en compte et voir que l'État de Côte d'Ivoire est engagé dans ce travail-là, qui est très important. Ce voyage ouvre également des perspectives artistiques et culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Nous pensons qu'il y a maintenant une ligne qui va permettre à des professionnels de nos différents pays de venir en échange d'expériences ici, à des films, à des productions ivoiriennes, d'être montrés ici. Et il y a aussi le secteur du livre, parce que les autorités que nous avons rencontrées animent une foire du livre qui est l'une des plus dynamiques au niveau du Brésil. Pour cette mission, le ministère de la Culture et de la Francophonie a bénéficié du soutien du ministère des Affaires étrangères à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil qui a facilité les échanges avec les autorités brésiliennes. On s'intéresse au Mob Cross, une compétition pour promouvoir l'unité, la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Elle s'est ouverte à Korogo, dans le nord ivoirien. Cette 7e édition est dotée du trophée Amadou Gon Coulibaly et elle va sillonner 20 régions de la Côte d'Ivoire. Désiré Kofi, Godefroy Okambawa. Plus de 80 motocyclistes issus des villes de Bouaké, Ferkessédougou, Angolo-Dougou, Korogo et Yamoussoukro, tous engagés sur la route de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est l'objectif du Mob Cross de Korogo, doté du trophée Amadou Gon Coulibaly, une initiative qui a sa 7e édition. Occasion pour les motocyclistes et les initiateurs de rendre un hommage au chef du gouvernement pour ses actions de développement dans la région. Cet événement, nous l'organisons chaque année pour égayer les populations, pour apporter notre contribution au processus de paix, de cohésion sociale et d'unité, et aussi pour honorer et remercier la personnalité d'exception qui est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quand il y a cohésion, il y a développement. Quand il y a la paix, il y a développement. Donc c'est pour nous une occasion de saluer vraiment l'initiative. Après une course sur circuit fermé de 3 km, c'est Ousmane Sawadogo qui s'adjuge la première place avec pour récompense une moto d'une valeur de 500 000 francs CFA. Pour les prochaines éditions du Mob Cross, les initiateurs entendent l'élargir à toutes les régions de la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est endeuillée ce jeudi. Le monde de la culture vient de perdre une de ses figures de proue. Le styliste, habilleur des Miss Éloi Sessou, a rangé à jamais ses ciseaux. Il aura marqué la mode ivoirienne avec notamment la mise en valeur de pagnes made in Côte d'Ivoire, comme cette tenue que nous arborons ce soir pour lui rendre hommage. Dans l'actualité internationale, on s'intéresse au dossier soudanais. Les indicateurs virent peu à peu au vert dans le processus de transfert du pouvoir aux civils. Le Conseil souverain a prêté serment hier mercredi. L'économiste Abdallah Hamdok a été investi Premier ministre. Il va mener la transition pendant un peu plus de 3 mois. La formation de cette instance survient après des mois de manifestations réclamant un pouvoir civil sur fond de crise économique. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Retrouvez à 23h Marine Cogna.